Mesdames et messieurs, bonsoir. L'émission que nous vous proposons ce soir est probablement une de celles qui a reçu le plus de témoignages. La plupart des gens nous ont téléphoné pour nous faire part d'une revendication que l'on peut résumer de la façon suivante. Le patient a le droit d'être informé et écouté. Or, bien souvent, les médecins se croient tout-puissants et négligent la communication avec le malade. En un mot, les médecins sont très performants, un bistouri à la main, mais pas très bon dans l'approche psychologique des malades. Les invités de ce soir ont des témoignages qui vont dans ce sens. Sylvie et Anne, soyez les bienvenus dans cette émission. Je vous invite à me rejoindre autour de cette table qui accueille déjà le docteur Olivier Gonin. Bonsoir docteur. Vous êtes médecin généraliste et vous vous intéressez de très près à la relation patient-médecin. Vous avez d'ailleurs participé, et vous participez toujours, à de très nombreux cours et séminaires sur ce sujet-là. Anne, on va commencer par votre trajectoire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans les relations que vous avez eues avec les médecins, vous avez certainement connu quelques hauts, mais vous avez connu beaucoup de bas. Vous avez un parcours difficile qui a été mis en image par Claude Ruet et Guy Ackerman. Anne, la quarantaine, travaille désormais à 30%. Elle est enseignante spécialisée auprès d'enfants malentendants et sourds profonds. Cette profession la passionne. Je te rappelle, avant les vacances de Noël, on avait travaillé sur les différents groupes d'aliments. Tu te rappelles ce que c'est un aliment? C'est quoi un aliment? Oui, on peut manger. Là, tomate. Tomate, oui. Elle est comme ça, la banane. Banane, voilà. Et puis, la carotte. Anne est une femme courageuse, peu portée à se plaindre. Et dans sa trajectoire, ça ne lui a peut-être pas porté chance. En 1992 déjà, elle ressent de très fortes douleurs au sein gauche. Elle consulte, sans dramatiser, un gynécologue. Mammographie. Diagnostic, calcification. On ne lui dit rien d'autre. Pas de biopsie. Les années se suivent, les douleurs s'amplifient. Est-ce psychique? Anne commence à douter sérieusement d'elle-même. Après 5 ans d'atermoiements et de diagnostics lénifiants, les événements enfin se précipitent. Biopsie, tumeur cancéreuse, opération, ablation du sein, qu'on lui annonce courageusement lorsqu'elle ressent déjà les premiers effets de la narcose. Anne n'a pas pu se préparer psychologiquement à cette amputation. Six mois après l'opération, elle retrouve son équilibre dans le calme de son univers familier, où la peinture et la musique classique tiennent une large place. Divorcée depuis 4 ans, Anne trouve soutien et consolation, surtout auprès de Cédric, son fils, étonnamment mûr face à cette situation difficile pour ses 15 ans. Guérie ou pas, seule la médecine et encore peut tenter de le dire. Mais qui oserait reprocher à cette femme d'être malade de la médecine et pour longtemps encore? Voilà Anne, pendant 5 ans, c'était entre 1992 et juin à peu près 1997, vous avez couru après une reconnaissance médicale de ce que vous ressentiez et c'est de ces 5 années-là dont nous allons parler. Alors tout commence, c'est dit dans le reportage, par une douleur au sein, une douleur diffuse qui vous inquiète tout naturellement. Vous allez voir votre gynécologue et qu'est-ce qui se passe? Alors je vais voir mon gynécologue qui fait un contrôle normal, habituel, mais qui demande de faire une mammographie. Donc palpation et mammographie.
À la lecture de la mammographie, il me dit que j'ai une calcification, mais que c'est tout à fait plausible à mon âge. Donc, excusez-moi, je vous interromps, Anne, mais pour bien qu'on comprenne, une calcification, c'est un durcissement des vaisseaux lactifères, ce qui arrive parfois. Voilà. Alors, on me dit que c'est plausible à mon âge, et puis quand je parle de la douleur, on me dit que ça va de pair. Donc, je pars de chez le gynécologue en me disant que finalement, ça se passera peut-être. En tout cas, je suis partie en faisant avec cette chose-là. Et puis, les mois ont passé. Et en fait, les douleurs se sont intensifiées. Alors, est-ce que vous êtes retournée voir votre gynécologue? Je suis retournée pour faire un contrôle normal, mais sans faire référence à cette douleur. Par contre, 2 ans plus tard, je suis retournée spécifiquement pour consulter de nouveau à cause de cette douleur qui s'était... 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, qui s'était amplifiée. Et à ce moment-là, on a de nouveau fait une mammographie et le diagnostic a été le même. Donc, calcification. Voilà. Ça ne vous a pas rassuré? Ça vous a rassuré? Comment vous avez réagi? Non, j'étais, disons, à ce moment-là, assez démunie et un peu révoltée parce que cette douleur était bien réelle, elle faisait partie de moi et j'avais l'impression qu'on n'entendait pas ce que je disais. Alors j'ai été, à la suite de ces 2 contrôles chez le gynécologue, voir mon médecin de famille, mon généraliste, qui me connaissait depuis une dizaine d'années, en me disant que lui comprendrait ce que je lui dis. Et en fait... j'étais chez lui et à l'époque, j'avais une forte toux. Alors, il m'a soignée pour cette toux, en fait. Et puis, j'ai eu plusieurs traitements d'antibiotiques qui n'ont servi à rien. Et finalement, on m'a envoyé chez un pneumologue qui a fait des examens qui ont abouti au constat de la présence d'un asthme qui, je peux le dire aujourd'hui, devait être un asthme réactionnel, lié aussi à mon état d'angoisse dans lequel je me trouvais par rapport à ces douleurs que je traînais avec moi depuis plusieurs années, qui s'intensifiait de plus en plus. Et j'avais je le disais d'ailleurs au médecin, que j'avais une impression d'avoir des charbons ardents dans le sein. Mais quelle était la réponse? Alors, oublions le gynécologue, que vous n'avez pas vu pendant 2 ans, mais la réponse de votre généraliste à ce que vous lui disiez. Vous lui dites, écoutez, docteur, j'éprouve des brûlures extrêmement fortes, qui vous empêchent d'ailleurs de plus en plus de vivre normalement. Par rapport à ces douleurs, qu'est-ce qu'il dit? Alors, je lui ai dit, donc les douleurs m'empêchaient de dormir la nuit et m'empêchaient de vivre convenablement le jour. Alors, il a fini par me dire qu'en fait, ça devait se situer dans ma tête, que c'était dans ma tête. Et j'avais à cette époque-là d'autres symptômes que les douleurs, dont je lui ai fait part, entre autres un écoulement, et après, il y avait même du sang présent dans cet écoulement. Et lorsque je lui ai fait part de ce détail-là, le médecin m'a répondu que je m'étais certainement tapée. Alors c'est vrai que moi, je me suis retrouvée complètement anéantie parce que je trouvais que j'avais quand même des symptômes clairs. Je lisais de plus en plus sur la maladie. Et puis plus je lisais, plus je m'informais, plus j'étais convaincue d'avoir quelque chose de grave, mais je n'avais pas les moyens de pouvoir me faire entendre. Mais lorsque vous dites à votre médecin généraliste, j'ai des écoulements, j'éprouve des brûlures très fortes dans le sein et qui vous dit, vous vous êtes cogné, Anne, c'est dans votre tête, c'est rien du tout, est-ce que vous n'avez pas la tentation de retourner voir votre gynécologue? Non, parce que là, je me suis dit, très honnêtement, voilà 2 médecins qui ne me croient pas, à quoi bon aller en voir un 3e qui ne me croira pas non plus? Alors c'est vrai que j'ai laissé passer du temps, puis c'est pendant cette époque-là que j'étais quand même aussi traitée pour les bronches, donc par le pneumologue, voilà. Où j'étais traitée à la cortisone et au vasodilatateur. Et puis cette situation-là s'est un peu arrangée. Mais vous m'avez dit quelque chose de très intéressant quand on a préparé cette émission, c'est que, en fait, vous n'osiez plus trop aller voir des médecins, d'autres médecins, parce que vous vous sentiez coupable. Absolument. Ce qui paraît absolument aberrant. Oui. Vous vous sentiez coupable de quoi? Je me sentais coupable parce que j'avais l'impression que les médecins croyaient que je me plaignais pour rien. Alors je me disais, je ne veux pas retourner chez un autre médecin qui me dira, mais non, vous n'avez rien. Ou je crois aussi l'argument, quand on m'a dit, c'est dans votre tête, ça m'a énormément marqué. Alors, vous l'avez cru, ça, que ça pouvait être dans votre tête? Non, je savais que ce n'était pas dans ma tête. Mais peut-être vous vous conditionniez à avoir ces douleurs? Non, mais j'avais plus... comme j'ai passé par des hauts et des bas, j'ai passé par des phases où j'avais plus le courage d'aller le dire à quelqu'un d'autre. Je crois que c'est un peu ça. Et puis j'attendais pour voir. Alors comme on me traitait pour d'autres choses, je me suis dit, on va bien finir par arriver à quelque chose.
Alors, vous êtes arrivé un peu malgré vous à quelque chose, puisqu'un jour, en vous habillant dans le miroir, vous avez vu une bosse, une boule sur votre sein, un léger bleu sur le sein. J'ai trouvé une protubérance entre le cou et la base du sein, qui s'est révélée effectivement par une marque bleuâtre. Et puis en tâtant, en regardant, j'ai vu que c'était une protubérance assez grande. Alors pour moi, c'était totalement évident à ce moment-là que j'avais le cancer. Dans les 3 minutes qui ont suivi, j'ai téléphoné au gynécologue. Que vous n'aviez pas vu depuis 2 ans. Que j'avais plus vu depuis 2 ans, en lui disant, ben voilà ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il se passe vraiment quelque chose de grave cette fois, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai eu un rendez-vous dès le lendemain, et puis une semaine après, on m'a fait de nouveau une mammographie, et puis on a couplé cet examen avec un examen d'ultrason, qui a révélé effectivement la présence d'une grande tumeur qui affleurait à la surface de la peau, et puis elle avait eu le temps d'essaimer, de faire 5 autres tumeurs dans le sein. Et puis là, on a fait des biopsies le même jour. Et puis le lundi suivant, j'ai appris par téléphone que c'était cancéreux, que je devais être opérée d'urgence. Donc 2 jours après, j'étais à l'hôpital. Et sur la table d'opération, effectivement, j'ai appris qu'on devait faire l'ablation totale, que c'était trop tard et que je perdais le sein. Anne, est-ce que vous avez parlé avec votre médecin généraliste, le fameux qui vous disait que c'était dans votre tête? Alors j'ai immédiatement, après avoir observé donc, cette bosse et avoir pris le contact avec le gynécologue, non c'est pas vrai, c'était après avoir reçu le diagnostic du gynécologue, j'ai immédiatement appelé mon généraliste pour lui dire ce qu'il en était réellement, parce que j'avais besoin de cette décharge-là. Et puis je lui ai rappelé en passant qu'un sein ne se trouve pas dans la tête. Quelle a été sa réaction? Alors sa réaction, il l'a pris d'assez loin, m'a-t-il semblé, en me disant, bien, écoutez, après l'opération, vous demanderez à votre gynécologue de m'envoyer l'anamnèse. Alors là, je lui ai fait comprendre que c'était la dernière fois qu'on se parlait au téléphone et que je ne retournerai plus chez lui. Alors Anne, vous avez subi une ablation du sein et puis vous êtes restée hospitalisée un certain nombre de jours. Comment vous avez vécu cette hospitalisation? Alors, je dois dire que je me suis retrouvée dans une bulle parce que tout s'est passé tout d'un coup tellement vite que je crois que par autodéfense, je me suis enfermée un peu dans une bulle, mais dans une bulle dans laquelle je me suis trouvée très seule parce que personne n'est venu me parler ni de ma maladie, ni des suites, ni des traitements à suivre plus tard. Et c'est moi, le 5e jour de mon hospitalisation, qui ai pris l'initiative d'aller rencontrer un médecin que je connaissais bien, que je savais atteint lui-même du cancer, et qui a été d'accord qu'on se rencontre en ville. Alors j'ai été lui parler de ma maladie, ça m'a énormément aidée. Et puis je suis restée hospitalisée 10 jours. Au bout de 10 jours, j'ai quitté l'hôpital. Je n'ai vu aucune personne qui m'a informée sur ma maladie. C'est en lisant dans des journaux que j'ai trouvé l'adresse de l'association Vivre comme avant et que j'ai pu contacter des femmes qui avaient vécu la même expérience que moi et qui vous ont qui ont pu me soutenir et m'aider. Tout à fait. Docteur Gonin, alors bon, on écoute le témoignage de Anne. À l'évidence, il y a un problème relationnel. Ouais. Je voudrais savoir comment s'articule la communication entre le patient et le médecin. Ben, on vient d'avoir un exemple. Si moi je suis patient et que je choisis quelqu'un qui soit assez puissant pour me diagnostiquer ce qui se passe pas bien ou voire même me guérir, je me mets en état d'infériorité par rapport à l'autre qui est le médecin à qui je demande d'être puissant. Et ben ça, c'est le point de départ de toute consultation médicale et peut-être aussi dans certains autres métiers, également quand quelqu'un vient demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Votre geste est intéressant. C'est ça, hein? C'est bien compris. Donc c'est un positionnement de départ qui fait que nous n'avons pas affaire à 2 personnes à égalité, au même niveau, en tout cas pas au démarrage. Ça peut éventuellement s'améliorer en cours de route, hein, pour autant qu'on en parle encore. Ça peut aider. Bon, alors ça, je crois que c'est la première chose à dire à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir. C'est vrai qu'au départ, le patient se trouve minorisé ou infériorisé par rapport au médecin. Et le patient met le médecin sur un piédestal, forcément il est puissant, sinon il ne l'aurait pas choisi. Puis quelquefois le médecin se sent bien sur le piédestal. D'ailleurs, notez que quelquefois le médecin descend du piédestal et ça perturbe beaucoup le patient. Donc c'est une réalité, ça. Ça, c'est la première chose. Hein. Mais un petit mot, lorsque le patient dit
je vais pas bien, j'ai mal là, je sens ça. Et que le médecin répond, c'est dans votre tête. Là, la bulle, elle est à quel niveau? Ah, j'ai beaucoup de peine à entendre ça. Oui. Parlons des attentes. Oui. Le patient, il a comme attente que ça aille mieux. Donc d'être soigné, d'être guéri, ou d'être opéré, ou bref, après soit mieux qu'avant. C'est une attente de guérison, une attente de soins en tout cas, si possible de guérison. Et le médecin. Le médecin, il a aussi des attentes. Ils ne sont pas forcément les mêmes. Il a comme attente d'abord que le patient se manifeste comme il est et dise vraiment tout. Parce que rien n'est plus difficile que d'entendre une demande qui n'est pas dite. Deuxièmement, le médecin peut avoir des attentes de compliance. Ça veut dire que le patient soit d'accord de faire momentanément comme le médecin lui demande de faire pour les examens, pour des régimes momentanés, pour des prises de médicaments, pour des choses comme ça. Donc, l'attente du médecin, c'est que le patient soit obéissant. Hein? Et voilà qu'on retrouve de nouveau une relation parent-enfant. Ah, tu veux que je t'aide? Ok, mais alors tu arrêtes de manger du chocolat. Hein? Voyez? C'est compliqué. C'est compliqué, c'est toujours un peu déséquilibré. Et donc, ce sont des attentes différentes. Oui. Alors, je peux imaginer que dans la tête du médecin, il se passe quelque chose de différent que dans la tête du patient, et que de temps en temps, ils se croisent. Oui. Oui. Je vous propose de voir un autre cas de figure où le problème relationnel patient-médecin est aussi mis en exergue. C'est le témoignage de Meinrad, qui est interviewé par Claude Ruet et Guy Ackerman. Un après-midi d'été, 15 h. Une route dans le Jura. Une septuagénaire circule à vélomoteur. Depuis des années, elle se déplace sans problème. Elle a même obtenu la dispense de porter un casque. Ce jour-là pourtant, c'est le drame. Renversée par un camion, elle est grièvement blessée. Prévenu, son fils, domicilié à la Tour de Paix, arrive aussi vite que possible bouleversé. Il est très attaché à sa mère. Je crois qu'elle est arrivée à l'hôpital dans le coma. Et lorsque nous sommes arrivés le soir même, donc environ 3 heures après l'accident, nous avons pu la voir aux soins intensifs de l'hôpital. Et en fait, elle était revenue de son coma. Elle nous a reconnus, elle nous a parlé de choses tout à fait cohérentes. Et elle allait avoir 78 ans. Elle avait 77 ans, elle allait avoir 78 ans. Et bon, elle était terriblement blessée, terriblement marquée, le visage noir. Elle avait une grande fracture du crâne qu'on ne connaissait pas encore, on n'avait pas encore le diagnostic, nous ne le savions pas. Elle avait une fracture du crâne depuis le front jusqu'à l'arrière de la tête. Le médecin-chef de l'hôpital, avec toute sa cour autour de lui, a commencé sa visite par cette chambre-là, et il s'est arrêté sur le pas de la porte. Il a tâté un peu la hanche de la dame qui était à côté de ma maman, et toute l'équipe, médecin compris, infirmière-chef, personne n'a jeté un seul regard au lit de ma maman. Personne. Ils sont sortis, ils ont continué la visite. Alors, évidemment, ça a été pour moi terrible, ça a été plus que tous les discours qu'on aurait pu me tenir. Trop vieille, cette dame, pour qu'on s'intéresse vraiment à son cas? Meinrad est indigné. Il refuse de baisser les bras. Un soir, on a été convoqué par l'infirmier chef de l'étage, qui a convoqué ma sœur et moi dans un petit bureau à côté de la chambre, là plus loin. Et puis il nous a fait asseoir, et là il nous a demandé notre autorisation pour lui faire administrer l'extrême-onction. Et deuxième chose, encore plus surprenante, nous demande notre accord pour arrêter les médicaments. Ce qui revient à un arrêt de mort, en fait, oui. J'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai essayé de me donner une petite contenance. Ma sœur, elle, a failli partir dans les pommes, pour dire franchement les choses telles qu'elles étaient. Donc là, ça nous a vraiment fait prendre conscience que le cas est très grave, ou peut-être presque désespéré même. Meinrad, lui-même père de famille, est un exemple rare de piété filiale. Il s'investit sans limite, avec une conscience d'infirmier et d'administrateur au chevet de sa mère. Loisirs, vacances, tout y passe pendant 4 ans. En marge de temps de soins, les dossiers s'accumulent. La malade change plusieurs fois d'hôpital, elle ne progresse pas. Finalement, Meinrad l'accueille chez lui. Le même soir, j'ai fait venir mon médecin personnel, ici à la Tour de Paix. Il est venu ici,
Il a discuté avec elle et puis il a dit « Bon, écoutez, on doit pouvoir faire quelque chose. » Plus de 6 mois après, je vous rappelle. Et ce qu'il a fait, il a fait faire des examens, un CT scan du cerveau ici à la Tour de Paix le lendemain. Il a fait venir ses 2 infirmières ici à l'appartement le lendemain matin pour faire électrocardiogramme, enfin différents examens. Et puis, le même jour, à 5 heures, sur son ordre, sur l'ordre donc de mon médecin traitant, elle est entrée en urgence au CHUV à Lausanne. Meinrad désespérait. Enfin, il a l'impression qu'on le croit, qu'on l'écoute. Sa mère ira mieux. Il lui a implanté une sonde dans le cerveau et qui aboutit à une poche qui est sous-cutanée entre le crâne et le cuir chevelu. Et puis depuis cette poche, il y a un tube qui descend comme ça derrière l'oreille, sous-cutané toujours, et qui arrive à une soupape qui est à la hauteur de l'oreille. Et puis depuis cette soupape, il y a un petit cathéter qui va jusqu'au cœur. En fait, le surplus du liquide céphalorachidien est envoyé par cette dérivation au cœur. En fait, ils avaient remarqué qu'elle avait une sorte d'hydrocéphalie. L'opération, donc, qui était entreprise, a réussi. Parfaitement, puisque le soir même de l'opération, ma sœur qui est arrivée a vu dans les yeux de ma maman, elle la regarde, et puis elle se tourne vers moi, et elle me dit « Ah, c'est bon, je suis sûr que c'est bon ». Je n'avais rien vu, moi, en fait. Et curieusement, le lendemain matin, ma maman marchait toute seule. Plus de perte d'équilibre. Plus de perte d'équilibre. Elle marchait toute seule, et en plus de ça, elle a retrouvé sa tête, parce qu'il faut qu'on dise aussi qu'elle vivait à peu près 30 ans en arrière. Hein. Tout ce qu'elle disait n'était pas sot, n'était pas dilué de fondement, mais elle faisait référence à de l'histoire ancienne. Une sorte d'amnésie. Voilà, et là, elle a retrouvé toute sa tête, mais vraiment, parfaitement. Alors je crois que vous avez, dans ce parcours qui a précédé l'opération, vous avez un rapport qui vous est resté sur le cœur, notamment. C'est vrai, c'est un rapport qui était plus qu'édifiant, je dirais. Je peux vous en lire 3 lignes, enfin quelques lignes. Il disait ceci, ce rapport, donc c'est la fin du rapport. Il disait « Du point de vue du syndrome frontal présenté par cette patiente, après 1 mois de séjour dans notre service, le comportement de la patiente ne fait aucun progrès. Elle est toujours désorientée, désinhibée, souvent rebelle et entêtée. Du point de vue social, elle retourne à son domicile avec une aide qui sera organisée par son fils ces prochains jours. Ce dernier supporte mal que sa mère ne progresse plus. Il a, quant à son état, des attentes tout à fait irréalistes. » Je pense que c'est édifiant. Et ceci, c'était donc encore 2 mois, 3 mois avant l'opération. Si j'ose dire, vous passiez pour un mauvais coucheur dans cette Absolument, affaire. absolument. Pour quelqu'un qui était un doux rêveur aussi, puisque j'avais, quant à son avenir, des attentes tout à fait réalistes. L'avenir, en fait, a prouvé le contraire. Donc j'en suis très heureux, finalement. Meinrad a eu raison de garder confiance en la médecine. Mais à quel prix? Voilà, docteur Gonin, je ne sais pas ce que vous inspire ce témoignage. Là, on a déjà beaucoup de techniques, mais après combien de temps, hein? Et pour revenir à cette relation patient-médecin au sujet de la technique, je dois témoigner ici qu'à la faculté de médecine, j'ai appris à connaître les maladies et traiter les maladies. Et c'est indispensable et pas suffisant. Donc la majorité de mes confrères ont vécu probablement la même chose, la centration sur qu'est-ce qui se passe, la centration sur l'organe, la centration sur la pathologie, sur la maladie, afin de pouvoir, en sachant mieux ce qui se passe, diagnostic, imaginer ce qui doit être fait, traitement. Donc c'est une centration sur l'organe, sur la chose, sur la pathologie, plus, en tout cas au départ, que sur la personne qui est autour. Ça a été le point de départ de notre formation. Et alors, ensuite, lorsque je me suis installé, je crois que c'est joliment semblable pour beaucoup de mes camarades et de mes confrères, tout à coup, je n'avais pas affaire à des patients, j'avais affaire à une personne qui me prenait par là et qui me disait « Docteur, sous-entendu, vous êtes mon médecin, vous devez faire quelque chose. » Tout à coup, je me rendais compte que je jouais un rôle là-dedans. C'était moi qui avais la signature, c'était plus le collège des médecins du service hospitalier. Voilà, c'est le moment où on commence, c'est-à-dire les médecins, à se dire, ben voilà, il n'y a pas qu'un organe. Nous sommes 2. Ouais.
Non seulement il y a quelqu'un autour de l'organe, et puis encore une famille, oui ou non, un travail, oui ou non, autour de la personne, mais nous sommes deux. Donc c'est venu, il a fallu aussi beaucoup de temps pour arriver à ça. Alors, docteur Gonin, autre problème relationnel, autre cas de figure, c'est le parcours de Sylvie. Votre parcours, Sylvie, est très différent de celui de Anne, est très différent de celui de Meinrad, qu'on a vu tout à l'heure, mais il aboutit à ce même sentiment d'impuissance face aux médecins. Cette histoire nous est racontée par Claude Ruet, Guy Ackerman. Il y a des moments dans la vie où le printemps ressemble vraiment à l'hiver. On annonçait à cette maman une heureuse naissance. Mais pourquoi, après l'accouchement, trouvait-on 1000 prétextes pour ne pas montrer cet enfant à sa mère? Camille allait nécessiter 1000 soins particuliers pour son éducation. Et la première chose à soigner était la déception, la révolte de ses parents. C'est la tâche d'une enseignante spécialisée qui, chaque semaine, vient à domicile. Les animaux, ils dorment. Pour Benjamin, l'aîné, moins d'un an auparavant, tout s'était pourtant fort bien passé. Cette seconde grossesse, très rapprochée et non programmée, fut en soi déjà une surprise. Test, contrôle, apparemment tout allait bien. Le gynécologue était rassurant. Sylvie n'avait aucune raison de s'inquiéter. Le papa, lui aussi, s'était fait à l'idée d'être père une nouvelle fois aussi rapidement. Oui. Bien, c'est prêt. Pour Sylvie, pour le couple, cette naissance fut une tragédie. Elle aurait, semble-t-il, dû être évitée. Les tests à notre époque sont fiables, encore faut-il bien les interpréter. 1 pour 400. Dans l'esprit de Sylvie, ce chiffre s'impose obsédant. Il s'agit de l'analyse du sang de la mère durant la grossesse. Pour Benjamin, le premier, on détectait un risque sur 20 000 de trisomie. Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Pour Camille, en revanche, le risque était de 1 sur 400. Or, 1 sur 380, c'est le seuil d'alarme. Le risque de trisomie est tel que l'amniosynthèse est faite d'office. De cette petite marge de 20 unités, on n'en a même pas parlé avant la naissance de l'enfant. On a donc privé cette femme du droit de choisir, et c'est ce qui la blesse le plus profondément. Camille, aujourd'hui, mieux qu'acceptée, est littéralement choyée par sa maman, par ses grands-parents aussi. C'est une enfant joyeuse, bien dans sa peau, qui sait séduire son monde. Autour d'elle, les liens dans la famille de Sylvie se resserrent. Et Benjamin, sur les genoux de son grand-papa, n'a pas perdu sa place. Ah, moi je mets quoi dessus? Grand chef, alors je mets. Cette affectueuse solidarité compte, car en fait, Sylvie aujourd'hui vit séparée de son mari. Les problèmes attachés à la naissance de Camille, bien que le père s'en défende, ne sont peut-être pas étrangers à cette séparation. C'est papa. Plusieurs fois par semaine, papa réapparaît à la maison et vient embrasser ses enfants. Là encore, le charme de Camille opère. Ah, les chouquinettes. Les chouquinettes. Oui. Cette petite Camille Chouquinette, donc, est venue au monde le 8 septembre 1995. Elle a un petit peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu son arrivée, Sylvie? Eh ben, au départ, assez mal. Quand je suis arrivée à l'hôpital et puis que bon, j'ai accouché de Camille, on ne m'a pas annoncé tout de suite. D'ailleurs, moi, j'ai rien vu, que Camille était différente. Je n'ai pas remarqué tout de suite. Et puis, c'est quand ils m'ont ramené Camille dans ma chambre à l'hôpital que là, le pédiatre de garde qui était à l'hôpital, qui n'est pas le pédiatre de mes enfants, m'a ramené Camille. Et puis, je lui ai demandé alors comment va ma petite Camille. Alors bon, il m'a répondu déjà, en gros, elle va bien, mais il faut rester large. Donc, pour moi, je ne comprenais déjà pas. Hein. C'était un peu... Oui, ça ne voulait rien dire, si ce n'est que ça pouvait inquiéter. Voilà, exactement. Et comment vous avez su, comment et quand est-ce que vous avez su que votre petite fille était trisomique? Eh bien, là-dessus, le pédiatre est parti. Et puis, l'après-midi, j'ai eu la visite de ma belle-sœur. Et puis, j'ai été lui montrer Camille.
Puis là, je sais pas, je me suis mise à pleurer en disant « Mais comment tu trouves ma fille ?» Parce que le pédiatre m'a dit ça, donc j'avais déjà un doute. Et au fait, eh bien, c'est ma belle-sœur qui a été chercher une nurse ou une sage-femme et qui lui a dit « Allez voir Madame Rice parce qu'elle ne va pas très bien. » Et bon, j'ai parlé à cette sage-femme en lui disant « Voilà ce que le pédiatre m'a dit. » Et là, elle n'en revenait pas. En fait, elle... Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Alors, elle m'a dit ça, elle m'a dit « Mais quel con, ce médecin !» Parce qu'en fait, ils avaient prévu de rien me dire jusqu'à ce qu'ils aient les résultats qui arrivaient le lundi. Donc, c'est quand même une longue attente quand on est quand on ne sait pas ce qui va arriver. Voilà, exactement. Et puis, pour finir, c'est elle qui m'a expliqué. Que Camille était trisomique. Mais alors, en quittant la clinique, quelques jours plus tard, est-ce que quand même vous avez eu une petite mise au point avec l'équipe médicale qui vous avait suivi pendant l'accouchement, pour leur dire que ce n'était pas vraiment des manières d'agir? Eh bien, mon mari, oui, a vu le pédiatre. Le fameux pédiatre qui vous avait dit de rester là. Voilà. Elle lui a dit, écoutez, je vais quand même vous dire que je ne suis pas très content comme vous avez annoncé la nouvelle à ma femme. Et puis, il lui a répondu qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise façon d'annoncer une mauvaise nouvelle. Voilà ce qu'il lui a répondu. Est-ce que vous avez eu un contact avec votre gynécologue? Est-ce que vous lui avez dit quelque chose? Oui, alors il est venu dans la chambre. Tous les jours, il venait faire sa tournée. Et puis, il m'a dit, oh, vraiment, excusez-moi, je suis très étonnée. Il était tout confus au fait de ce qui arrivait. Et bon... Et il vous a dit, si vous me dites si je me trompe, qu'il ne comprenait pas parce que les tests... était négatif. Ouatif était négatif. Était négatif, absolument. Alors, venons-en à ces tests. Guy Ackerman, dans son commentaire, en parlait. Je voudrais savoir, d'abord, comment vous avez retrouvé votre test, et puis ensuite, comment vous avez réagi lorsque vous avez vu que le risque de trisomie pour la petite Camille était de 1 sur 400. Eh bien, c'est une amie d'une maman trisomique aussi, on s'est rencontrés. Et puis, elle m'a expliqué qu'elle avait été chercher ses tests du Ouatif au CHUV, chez un professeur. Et j'ai pris rendez-vous là-bas et j'ai demandé de pouvoir aller chercher mes résultats. Et c'est là que j'étais avec mon mari et Camille, et puis qu'il m'a sorti mon résultat et j'ai vu que j'avais un risque sur 400. Et j'ai demandé en même temps celui de Benjamin, qui était de 1 sur 20 000. Donc, quand j'ai vu 1 sur 400 et je savais qu'à 1 sur 380, on faisait une amyosynthèse d'office. Donc, j'ai été vraiment... Ce qui est assez intéressant aussi dans cette histoire, c'est que sur les résultats de votre test, le 1 sur 400 est mis en évidence par le fait que l'analyste a souligné oui, tout à fait. Ce résultat. Voilà. Est-ce que vous avez eu par la suite un contact avec votre gynécologue pour lui demander une explication? Alors, je lui ai envoyé une lettre avec l'aide de mon pédiatre, du pédiatre de mes enfants. On lui a envoyé une lettre en lui posant plusieurs questions. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas parlé? Pourquoi... Et puis, au fait, il m'a renvoyé simplement une lettre en me disant que... Il disait qu'il n'avait aucune responsabilité dans cette histoire, que les tests étaient négatifs. Et c'est vrai, ils étaient négatifs, mais à 20, vraiment proche de la limite. À 20 unités près. Voilà. Et que si... Ouais, et que voilà. Que voilà. Qu'il n'y pouvait rien. N'avait pas, sa responsabilité n'était pas engagée dans cette histoire. Et effectivement, légalement, en tout cas, médicalement, effectivement, elle ne l'était pas. Je crois que vous avez également reçu un coup de fil de son avocat. Oui, tout à fait. À quel propos? À propos de sa facture. C'est-à-dire que j'ai reçu sa facture d'une somme de 2400 francs. Et puis, je l'ai envoyé à l'assurance, j'ai touché l'argent, mais je me suis toujours dit que je ne voulais pas le payer. Et puis, sur ce, son avocat m'a téléphoné. Alors, je lui ai expliqué mon histoire, ce qui s'était passé. Et puis, j'ai plus de nouvelles. Sylvie, si vous aviez eu connaissance du résultat du test, qu'est-ce que vous auriez fait? Ben, j'aurais pas gardé ma fille. Déjà, même que je l'aime beaucoup. Voilà, je l'adore. Quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit c'est mon rayon de soleil. Avec Benjamin, ce sont mes 2 rayons de soleil. Malgré ça, vous ne l'auriez pas gardé? Non. Non, parce que je trouve qu'ils sont pas... ils sont tolérés dans notre société, mais ils ne sont pas admis. On a fait des maisons pour eux, on les met tous ensemble. Je veux dire, si on est un tout, il y a des grands handicaps, il y a des handicapés moins lourds, mais
ils sont tous ensemble. Et pour les gens, c'est des handicapés. Et puis, je trouve qu'ils n'ont pas leur place dans notre société. Qu'est-ce que vous éprouvez aujourd'hui à l'égard du médecin qui vous a suivi, du gynécologue qui vous a suivi pendant votre grossesse? Ben, j'ai beaucoup de haine pour lui. Je me suis sentie trahie. Et puis, ben oui, on a décidé pour moi. Il a fait un choix que moi, j'aurais dû faire. Voilà. Docteur Gonin, alors effectivement, Sylvie se dit privée d'une information capitale pour faire là aussi un choix capital. C'est vrai que beaucoup des témoignages qu'on a reçus pour préparer cette émission mettent l'accent sur le fait que souvent ils ne reçoivent pas des informations essentielles en tant que patients pour gérer leur maladie ou leurs problèmes. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le médecin devrait donner toutes les clés au patient pour pouvoir gérer ce qu'il vit? Parce qu'en définitive, il est aussi acteur de ce qui se passe. Moi, ce que j'aimerais commencer par dire, c'est que je sens une grande émotion quand je vous entends. Heureusement que c'est un petit peu passé, je veux dire, dans l'histoire, dans la chronologie. Oui. Si c'était juste maintenant... Oui. Et alors, justement, beaucoup d'émotions qui sont liées à ces informations techniques, chiffrées. Le médecin a une formation scientifique, il aime bien chiffrer les choses, parce que ça lui donne l'impression qu'il a prise sur les choses et sur ce qui se passe. Puis voilà que les personnes ne sont jamais, les maladies non plus, comme c'est écrit dans les livres. Donc il faut commencer, c'est-à-dire que comme médecin, nous avons à faire la part des choses. Et puis voilà qu'on arrive dans le domaine des émotions. Mais parlons-en. On a parlé d'attente tout à l'heure. Dans des attentes, il y a un désir qui tire en avant, et puis il peut y avoir une crainte qui retient en arrière, des peurs. Et puis c'est évident que le patient est bien placé pour avoir peur de plein de choses. D'avoir mal, d'abord de ne pas savoir ce qui se passe, que ça se passe mal, et pour finir, de mourir. C'est pas aussi évident de pouvoir imaginer que le médecin peut aussi éventuellement avoir des peurs. De rater le diagnostic, de faire perdre du temps aux patients, de faire mal, des choses comme ça. Donc là, on est dans le domaine des émotions. Les chiffres n'ont plus rien à voir. Et c'est entremêlé avec les chiffres, tout ça. Et alors, ça nous permet d'essayer d'imaginer, on essaie de prendre un petit peu d'auteur maintenant, ça nous permet d'essayer d'imaginer qu'il est possible que le patient annule ses symptômes. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, le déni. C'est pas vrai, je suis pas si malade que ça, oui, j'ai une maladie, mais on va pouvoir la guérir. Et ce qui est très difficile à imaginer, c'est qu'il peut arriver que le médecin aussi, éventuellement, soit tenté de dire, mais c'est pas si grave. Pour soi-même. Oui, parce que c'est pas agréable de se dire, mais cette personne ne va pas bien, puis je suis responsable de ce que je vais faire. Au fond, si ça allait mieux, si vous alliez mieux, je serais soulagé, à la limite, entre guillemets. Voilà. Donc, je suis en train de dire qu'au niveau des émotions, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en même temps que sont échangés des chiffres et des choses. Des données très objectives. Et c'est ça. La difficulté de la relation patient-médecin, c'est de décoder ça. C'est différents niveaux. Un niveau objectif, puis un niveau subjectif, et voire même un niveau inconscient. Et si en plus on n'est pas préparé à ça, alors ça devient franchement très compliqué. Donc on comprend que ce n'est pas simple. Donc donnons-nous des moyens. On arrive à la fin de cette émission. Je voudrais que Anne et Sylvie, vous ayez quelques mots de conclusion. Peut-être Sylvie d'abord, qu'est-ce que vous tirez de ce que vous avez vécu? Qu'il faut être très vigilant au fait vis-à-vis des médecins, de vraiment faire attention à avoir toutes les informations, d'aller de l'avant si notre médecin ne nous parle pas, à nous de poser les questions. Oser poser des questions. Oser C'est vrai poser que parfois des on questions. reste un peu en deçà de ce qu'on aurait envie de dire ou de faire avec un médecin. Anne? Alors moi j'aimerais dire que ça a énormément changé ma vie, bien sûr, ce que j'ai vécu, mais ça m'a aussi apporté de la force, ça m'a apporté une nouvelle énergie, j'ai pu reprendre confiance en moi, je me suis sentie libérée paradoxalement, j'ai appris que j'avais le cancer, mais j'ai été libérée de savoir enfin ce que j'avais et puis d'être enfin entendue. Et puis moi je me bats maintenant pour que déjà moi, mais les gens avec qui je parle fassent tous les efforts possibles pour rendre justement la relation avec le médecin la plus horizontale possible. Parce que je pense que c'est la base
d'un bon traitement et d'une guérison possible. C'est ce dont parlait le docteur Gonin tout à l'heure. Voilà. Vous avez encore quelque chose à ajouter? Je me permets juste de profiter de l'occasion pour remercier les personnes qui m'ont aidé à tenir le coup depuis l'été dernier, à savoir mon fils, mes amis de Bassin, de Blonay, de Bourgogne, mes voisins de maison, Monsieur René D, qui saura se reconnaître, mes collègues et mes amis. Parce que je crois que ça a été très, très, très important et je ne serais probablement pas là ce soir si je ne les avais pas eus. Voilà, vous avez bien fait de les remercier. Avant de conclure cette émission, je voudrais encore ajouter que si vous rencontrez des problèmes avec votre médecin, eh bien vous pouvez toujours téléphoner à votre société cantonale de médecine qui saura sûrement trouver les moyens de défaire le nœud que vous rencontrez avec votre praticien. Voilà. L'émission est terminée. Anne, Sylvie, merci infiniment d'avoir accepté de témoigner sur un sujet qui est un sujet difficile et délicat. Je vous tiens les pouces pour la suite de vos vies et de vos aventures. Merci beaucoup, Dr Gonin, d'avoir participé à cette émission. Après-demain, dans le matin dimanche, eh bien, vous retrouverez en gros ce qui a été dit aujourd'hui sur ce plateau. Et puis, vous pourrez y lire également d'autres témoignages différents de ceux de nos invités de ce soir. Et puis, vous savez également que si vous souhaitez assister à cette émission qui se déroule en direct, vous êtes les bienvenus, on vous accueille très volontiers. Eh bien, il suffit de vous inscrire à l'adresse qui est apparue sur vos écrans ou bien nous passer un petit coup de fil au 022 708 95 90 ou encore nous rejoindre via Internet. Voilà qui est dit. Merci beaucoup à nos trois invités. Je vous embrasse tous et à la semaine prochaine. Au revoir.